C'est parti pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre notre tranche Parlons-en jeunes. Nous revenons aujourd'hui pour un nouveau sujet, un sujet qui pose problème, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'insertion professionnelle de jeunes diplômés en RDC à l'épreuve de transition du système classique vers le LMD. Alors, entre fragilité structurelle de l'orientation, inadéquation de compétences produites et mutation des exigences du marché d'emploi, comment expliquer ces déséquilibres qui persistent et quel levier pour une reconfiguration? Ce soir, ou on va dire aujourd'hui pour vous, 3 intervenants. Nous avons Monsieur Prince Mutombo qui est à ma droite, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Parlons-en jeunes. Bonjour Monsieur, merci en tout cas. Très ravi de vous avoir aujourd'hui. Un plaisir. Merci. Nous avons à ma gauche Monsieur Désiré Kabulo Bikonlenge, Community Manager de la plateforme Parlons-en jeunes. Bonjour. Bonjour Monsieur Lunier. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, on est en forme. Nous sommes très heureux, je suis heureux, on va dire, pour la deuxième fois que tu participes. Quelles sont tes impressions? D'abord, premièrement, je suis ému. Oui. Et je me sens aussi honoré par cette considération de m'accorder encore une autre opportunité de participer à un nouveau format, oui, au-delà de ce que nous avons fait la fois passée. À Kinkole. Oui, à Kinkole. Oui. Merci Désiré. Et pour finir, nous avons Maître Israël Chamala, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Parlons-en jeunes. Bonjour Monsieur Luni Mukendi. Monsieur Israël Chamala, comment allez-vous? Je me porte bien et vous aussi? Maître, non, Dieu fait grâce. Alors je suis très heureux de vous avoir. D'abord, Monsieur H, quelles sont vos impressions? La plateforme Parlons-en jeunes que vous suivez régulièrement sur les réseaux, et aujourd'hui vous faites partie, on va dire, de cet échange-là aujourd'hui. D'accord, merci en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je suis très ému de participer à cette activité, oui, à cette mission qui est Parlons-en jeunes. En effet, c'est depuis Tunis que je vous suis. J'ai apprécié la qualité de l'image, le contenu, la qualité des invités. Et dire que je ne suis pas heureux de me retrouver auprès de vous pour débattre après tant d'années. Les ans, jour pour jour. Alors c'est toujours un plaisir. Les impressions sont excellentes. Pour un si jeune que vous êtes, je vois que vous êtes entouré de jeunes. Je trouve que c'est excellent de vous voir animer et inviter de jeunes. Je suis entouré des élites qui ont un avenir meilleur et glorieux. Échanger avec cette jeunesse, c'est un immense plaisir. Alors que ça fait des ans. Notre toute dernière rencontre, c'était à Bab el Khadr, à Tunis. En effet, oui, c'était très heureux. Monsieur H. Mutombo. Monsieur Israël, maître, plus de 5 ans, on va dire. Plus de 5 ans, on ne s'est plus revu. 6 ans. 6 ans. Quelles sont tes impressions? La plateforme que vous suivez régulièrement sur les réseaux, et aujourd'hui, vous faites partie de cet échange qu'on va aborder tout à l'heure. Premièrement, je suis flatté, oui, de voir un si grand travail effectué par un jeune Congolais, ambitieux, intelligent, qui apporte du renouveau dans la jeunesse congolaise. Merci. Qui est là pour un peu montrer le chemin aux autres. Et je suis tellement flatté, comme le disait si bien Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, oui, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je suis flatté lorsque je vois un jeune qui se donne pour sa nation, qui donne un plateau pour des jeunes, pour que la voix des jeunes congolais soit aussi écoutée à travers le monde. Oui. Donc c'est un peu ça, je suis flatté en tout cas. Merci beaucoup, merci Maître Chamala et Désiré, on finit avec vous. Encore une fois, quelles sont vos impressions? Voilà, je me sens en fait fier d'un vieil ami, je le dirais comme ça. Ça faisait pratiquement 4 ans depuis que vous étiez parti. Oui. Et voir reproduire, soit installer ces plateaux ici à Kinshasa, mettre ces projets en œuvre, je crois que c'est pour nous une opportunité. Aussi, c'est pour nous une fierté de voir notre génération en train aussi de laisser ses empreintes, en train de laisser ses marques dans cette société qui est la nôtre. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Très bien. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons 1 heure
1 heure pour échanger, 1 heure pour faire comprendre aux jeunes qui sont en train de nous suivre maintenant quelle voie à suivre. On parle aujourd'hui de l'insertion professionnelle de jeunes diplômés en RDC. Le sujet en soi a 3 problématiques majeures. Nous avons la fragilité, ici, la fragilité, c'est où le point? La fragilité, voilà, structurelle de l'orientation, l'inadéquation des compétences produites et mutation des exigences du marché d'emploi. Jour pour jour, depuis 2022, que la RDC a adopté le système LMD dans nos universités. Commençons là. La transition du système classique vers le LMD. La première question, étions-nous réellement prêts à ces changements? Notez, la deuxième question, avons-nous adopté nos méthodes, nos enseignants, nos contenus par rapport à cette nouvelle reconfiguration du système éducatif congolais? Je commence avec Maître Tchamal. Oui. Bon, je peux dire ceci. Sur le plan international, nous étions en retard. Parce que l'ancien système ONDEM ne se conformait pas aux normes internationales. Très bien. Parce que le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, c'est un système international qui a été créé en 1997 parmi les pays membres de l'Union européenne. Parce que ce sont les Européens qui avaient eu cette initiative de permettre à leurs établissements universitaires de s'harmonieuses. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, en RDC, nous étions en retard. C'était vraiment pragmatique pour que nous puissions embrasser ces systèmes qui permettraient aux diplômés congolais, lorsque tu obtiens ton diplôme en licence du système LMD, ici en RDC, ça te permettra de s'adapter ou bien de se conformer aux normes internationales. Très bien. Un peu, c'est un peu ça. Donc, nous étions prêts, en fait. Oui, nous étions prêts. Après près de 50 d'années, nous étions en retard. Il a voulu que nous puissions embrasser ces systèmes. Parce que c'est vraiment important pour nous d'embrasser les systèmes LMD. Monsieur Yesh. Alors, personnellement, je tiens à citer ce nouveau système qui va nous être instauré. Cela fait 3 à 4 ans, depuis 2022, la première session en 2023. Alors, c'est un système qui est, à mon humble avis, innovatrice pour nous, parce que, comme il a dit tout à l'heure, que pour ce qui concerne les grandes puissances qui sont développées dans ces cas d'enseignement, ça date depuis 50 ans qu'ils ont instauré ces systèmes et cela a apporté le fruit. Et au regard de notre situation politique qui a certainement empêché l'élan de développement à travers plusieurs secteurs, ça a empêché à ce que le gouvernement puisse instaurer et s'adapter le plus vite possible que d'autres anciens pays qui ont déjà adopté le système. Alors cela permet aussi, je me joins à lui, d'intégrer au fait le programme de l'enseignement, les étudiants congolais, chercheurs qui sont, d'avoir cette facilité de s'intégrer dans le système éducatif étranger, parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'ancien programme apportait beaucoup de lacunes pour nos différents étudiants qui envisageaient continuer leurs études dans le plan extérieur, dans les études d'université extérieure. Ça remettait souvent en cause leur capacité intellectuelle, ça remettait en cause leur acte de sacrifice pendant toutes ces années. Mais avec ce nouveau système, on ne va pas s'en plaindre. Nous étions prêts, sachant que c'est depuis 2011 ou 2014 que le programme était déjà mis en place et que c'est en 2022 que le système s'est mis en place. Alors, je ne trouve pas de lacune par rapport à ça. Nos étudiants étaient prêts à s'intégrer à ce nouveau système. Très bien, merci beaucoup. Alors, Désiré, suivant les deux analyses, on va dire, de M. Israël Tchamala et M. Prince Mutombo, d'après vous, le problème ici, ce n'est pas le système. Le problème, c'est quoi, au final? D'après leurs analyses, je me joins à eux, mais en fait, j'aimerais ici signaler que dire qu'on était prêt, c'est... En fait, moi, j'emploierais plutôt un autre mot si c'était opportun.
Oui, réellement, il y avait l'opportunité qu'on puisse basculer vers un autre système par rapport à la demande du marché. Parce que les systèmes, dans ce système, ne répondaient plus aux besoins du marché. Le marché avait de nouvelles exigences, le marché avait une nouvelle tendance, et il a fallu qu'on puisse basculer à un autre système qui permettra à ce qu'il y ait une corrélation entre le système et le marché. Alors oui, c'était opportun de basculer à un système LMD. Et aussi, j'ai dit bravo à nos autorités plutôt pour ces courages de basculer d'un système à un autre qui n'est pas en fait, facile. Alors, comme toute adaptation, tout changement apporte aussi des lacunes et des difficultés quant à l'adaptation. Parce qu'on était habitué vers un autre système, et dès que nous franchissons une autre étape, alors il faut que toute la machine s'adapte pour que ces systèmes puissent réellement être intégrés dans l'ADN de la jeunesse. Donc moi je dirais qu'il y avait l'opportunité, et voilà, mais ça reste au fait l'adaptation. Très bien. Donc jusque-là, on ne s'est pas adapté. Jusque-là, on ne s'est pas encore adapté. Jusque-là, vraiment, on ne s'est pas encore adapté. Et c'est remarquable par les résultats. Oui. Lorsque nous voyons les résultats sur le terrain, nous voyons vraiment que non, l'adaptation pose problème. Mais Yesh dira le contraire, hein, je pense. Bon, je suis surpris parce que bon, il y a le confrère qui dit est-ce que c'était opportun? S'il est dans cette logique, je dirais que oui, c'était opportun. Et c'était pas opportun en 2022. C'était opportun depuis 1970, peut-être 2001, 2002. C'est juste, comme je disais, que notre politique a empêché l'élan du développement dans différents secteurs. Lorsqu'il parle de savoir si il a dit que ça apportait des difficultés, je pense que tout système qui s'innove a toujours des inconvénients. Les inconvénients peuvent être sur le plan matériel, peut être sur le plan psychologique. Donc, mais il faudrait quand même regarder dans un cadre en sachant est-ce que cela a su nous faire valoriser. Parce que, comme on disait au départ, que ces systèmes a harmonisé la nomenclature des dénominations de nos diplômes. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que l'opportunité, elle y était depuis longtemps, mais faute de moyens et de mise en place du cadre politique, maintenant, dire est-ce qu'elle était opportune, remettre en cause un peu ces programmes, je le concède. Mais je garde ma position. Nous étions prêts, bien avant même, parce qu'il faut savoir que ces systèmes trouvaient des lacunes que sur le plan infrastructure, avec quelques lacunes avec nos professeurs, mais en soi, le programme n'a pas changé, l'enseignement reste le même s'il y a des décalages d'horreur qui en fait jusque-là objet de débat. Mais si on doit évaluer un programme, un système, c'est aussi grâce aux résultats qui sont produits. Monsieur Julieni, nos enseignants, nos méthodes, ça a été adapté, selon vous? Déjà, le confrère remettait en cause cela en disant que l'évaluation, on les fait sur base de quoi? On le fait sur base des étudiants qui ont vécu ces nouveaux systèmes, ou on le fait sur base des professeurs, ou on le fait sur base de retour de ce que nous obtenons auprès des entreprises qui ont recruté. J'aimerais bien me statuer sur cette question. Parce que si on remet en cause sans définir l'orientation de la cause. Le problème ici, c'est que si on essaye d'évaluer les jeunes qui sont sortis de ce système-là, il n'y a pas vraiment un changement. Bon, ça serait trop précipité de faire l'évaluation maintenant parce que c'est à peine... Mais 3 ans, ça fait un licencié. Si on doit faire le pourcentage de ces licenciés, elles sont combien pour que nous puissions définir? Avec le problème d'emploi que nous avons, peut-être sur 100, 10 se sont retrouvés. Très bien. Israël? Bon, pour moi, je dirais que le système LMD, c'est vraiment un système qui est venu apporter du vent nouveau dans la sphère éducative congolaise. Très bien. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on avait un sérieux problème, comme mon co-débatteur vient de le soulever au effort, de s'intégrer sur le plan international. Lorsque tu finis tes études au Congo, tu es licencié au Congo. Lorsque tu pars peut-être à l'université libre de Bruxelles, tu te retrouves D6. Ils ont du mal à compasser ton diplôme que tu as étudié
pendant peut-être 6 ans, 7 ans à l'INIKIN, parce qu'à l'université de Kinshasa, ce sont des années élastiques. Au lieu de faire 5 ans, tu fais 6 ans, 7 ans. Tu fais 7 ans des études, et puis tu arrives en Europe, on te dit non, tu dois recommencer en LA, LMD. Vous voyez un peu le problème. Le retard, donc. Ici, déjà au Congo, ça t'a pris pratiquement 7 ans. Et là-bas encore, on te ramène encore à 0 encore. Et lorsqu'on intègre les systèmes LMD, ça permet maintenant aux jeunes Congolais, je peux être licencié, je me dis, je ne vais pas faire le master au niveau de la Belgique, il y aura cette facilité d'intégration. Parce que nous tous, nous utilisons le même système. Très bien. Même les Européens, lorsqu'ils ont créé l'Union européenne, ils se sont dit que pourquoi pas innover même notre système éducatif, apporter un vent nouveau. C'est par là qu'ils ont créé les systèmes LMD, pour permettre qu'il y ait harmonie parmi les 29 pays, États membres de l'Union européenne, qui ne puissent pas avoir des décadences. En France, ils ont un autre système, en Belgique, ils ont un autre système. Mais lorsqu'ils créent ces systèmes, c'est pour permettre, pour pallier le problème, qu'on ne puisse pas avoir des poids, des mesures. Donc, lorsque quelqu'un étudie en Belgique, a le même programme que celui qui étudie en France. Celui qui étudie en France a le même programme que celui qui étudie en Espagne. Vous voyez un peu. Et c'est aussi la même chose avec nous. Vous autres, vous étiez à l'étranger, vous étiez en tennis, je crois bien. Oui. Et vous là-bas, vous avez les systèmes LMD. Vous voyez maintenant. Lorsque tu fais tes études en tennis, lorsque tu reviens au pays, et tu trouves qu'au pays aussi, il y a les systèmes LMD. Ils ont cette facilité-là d'être intégrés directement dans la société congolaise parce que tu as le même système. Or, auparavant, lorsque les gens quittaient dans le système LMD... Israël, pardon, un point. C'est le même système, mais la manière de procéder, c'est totalement différent. Quel procédé? La manière dont on transmet la connaissance, et ici, il y a vraiment un écart. Non, il faut comprendre que la RDC... Nous sommes dans le système, oui, mais la manière dont on transmet les connaissances, la manière dont le cours se dispense ici, c'est très largement Non, il faut comprendre une chose. Le code de bataille qu'il a soulevé, ce n'est qu'en 2022 que la RDC s'est engagée dans ces systèmes. Donc nous sommes encore dans le processus. Oui, bien sûr. Oui. Très bien. On n'a pas encore la maîtrise du marché, en fait. Du marché, je peux dire. Le marché de l'emploi pour remettre ça. Donc c'est que ce n'était pas opportun. Non, c'est opportun. Parce que la RDC ratifie des traités internationaux. Donc, on a l'obligation de se conformer aux règles internationales. Très bien. Très bien. Merci. Les règles qui régissent... Alors, je prends Désiré. 2 minutes, on conclut avec ça et on passe. Merci pour la parole. Mon code de bataille mystérieux, je crois qu'il ne m'a pas bien compris quand j'ai parlé de l'opportunité. Monsieur Prince. Non, anyway, c'est pas grave. Très bien. C'est toujours moi. Sens-toi à l'aise. Mutombo, ça passe. Lorsque j'ai parlé de l'opportunité et en fait, le fait d'être prêt. En fait, être prêt, c'est réunir toutes les conditions qui peuvent nous mener à bien réaliser les projets. Vous dites qu'on était déjà prêt depuis des années 70. Moi, je dirais non, parce qu'on n'avait pas de conditions. Les conditions n'étaient pas encore réunies pour basculer vers un autre système qui est le système LM2. Alors, quand je parle de l'opportunité, c'est par rapport aux besoins qui s'est présenté. J'entends ici dire que le système LMD nous a harmonisé avec d'autres États, oui, ce qui est bien. Mais je crois que la première raison ne devait pas d'abord de nous harmoniser, d'harmoniser notre système vers un système international. C'était d'abord de répondre à un besoin du marché. C'était quoi le besoin du marché? C'était que la plupart des entreprises se plaignaient du fait que les gens qui venaient, soit les diplômés qui venaient travailler chez eux, avaient du mal à s'adapter aux besoins ou soit aux critères que les entreprises recherchaient. Et quels étaient ces étudiants? Quel système c'était? C'était là ce système. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, le système LMD devait répondre d'abord à ces besoins-là. Les besoins de s'adapter, ou soit les besoins de s'intégrer, ou les besoins de répondre à un besoin sur le marché. Et les besoins sur le marché, c'est que les entreprises ont une nouvelle tendance qui est différente de l'ancienne tendance, et on devait s'adapter à cette tendance-là. Alors, 30 secondes. Oui, je vais conclure en disant ceci. 30 secondes. On devait s'adapter à cette tendance-là. Oui, ce qui est vrai, nous devons aussi nous harmoniser avec l'autre pays. Mais en ce qui concerne les systèmes, d'abord, le but principal, je ne crois pas que c'était d'abord de s'harmoniser avec d'autres pays, c'était d'abord de répondre à un besoin sur le marché, qui est de former des étudiants ou soit des
des personnes capables de travailler dans les sociétés et de répondre aux charges qui leur seront confiées. Merci. Yesh, 30 secondes. Bon, dans les 30 secondes, en fait, j'aimerais éclaircir, certainement vous serez d'accord avec moi. Savez-vous qu'à partir de 2010, les entreprises, jusqu'en 2016, les entreprises commençaient à recruter beaucoup plus d'étudiants qui venaient de l'étranger. Oui. Et pourquoi? La question, voilà. Développer. Parce que le système, 15 secondes. les entreprises Oui. exigeaient que nos étudiants locaux s'intègrent dans le programme du système LMD qui orientait à travers les cours la pratique de connaissances à travers le besoin du marché. Ce n'était pas en fait qu'ils trouvaient que le système PADEM, était moins compétitif. Non, c'est qu'ils ont compris que les étudiants, le système ancien ne répondait plus à leurs demandes. Voilà pourquoi est-ce qu'à partir de ces années, on a constaté, et c'est aujourd'hui un vent courant, tout le monde veut aller étudier à l'étranger. Aujourd'hui, pas parce que ça leur chante, mais parce qu'ils veulent être plus compétitifs aux besoins de l'offre et de la demande qui est dans le marché. Mais nous disons la même chose. Non, toi, tu remets. Moi, je ne remets pas encore le système LMD. Je dis juste que je parle du besoin et de l'opportunité. Le besoin, qui définit le besoin? C'est le marché qui définit le besoin. Si le marché a défini le besoin, qui est de s'intégrer dans un nouveau système, pourquoi remettre le système? J'ai dit que c'était ça, en fait, l'objectif principal au fait, de l'avènement du système LMD. C'était d'abord le besoin constaté sur le marché. Le besoin, en fait, on devait s'adapter à ces besoins-là. Et voilà. Et maintenant, le deuxième point vient maintenant de s'harmoniser avec... Vous remettez en cause quoi? Il faut comprendre une chose. Je suis perdu. L'ancien système, ou système PADEM, c'est un système que nous avons hérité du pays qui nous a colonisés, la Belgique. Et lui-même, la Belgique, c'est délaissé de ces systèmes pour y intégrer les systèmes LMD. Vous voyez un peu? Très bien. Dès lors, la Belgique était un État membre de l'Union européenne. Lorsqu'ils ont créé les systèmes LMD, la Belgique a abandonné ces systèmes. Il y a cela déjà pratiquement 29 ans passés que la Belgique a abandonné ces systèmes parce que c'est en 1997 que les États membres de l'Union européenne s'étaient constitués à élaborer un nouveau système qui permettrait aux pays États membres de l'Union européenne de s'harmoniser. Vous voyez un peu? Oui. Donc, en ce sens, dès lors, notre colonisateur lui-même, le porteur de ces systèmes, a abandonné ces systèmes pour s'y conformer aux normes internationales. À quoi bon nous, la République démocratique du Congo, de ne pas se mettre en ordre? Très bien, merci. Je pense que... Oh my God. Soufflons un peu. Tomez la maille, pardon. Prenons l'eau, soufflons un peu. Je pense qu'ici, les gens qui sont en train de nous suivre, les amis, commentez, réagissez, donnez-nous aussi votre version. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, nous étions prêts? La première question. La deuxième question, avons-nous adapté nos méthodes, nos enseignants, nos contenus? Et en conclusion, dites-moi, le problème ici, c'est le système. Le problème ici, c'est la manière dont il est intégré dans notre contexte. Prenons le deuxième point rapidement. Nous avons ici, pourquoi j'ai posé cette question de la transition? Puisqu'il y a un problème de l'inadéquation des compétences, l'inadéquation des compétences, voilà, qui sont produites. La question, beaucoup de jeunes s'engagent dans des filières sans vision claire. Sans vision claire. Et aussi, il n'y a pas assez de mécanismes d'accompagnement et de guidance. Il n'y a pas de repères. Nous voulons le système. Oui, c'est bien. Ça a été intégré dans notre système. Oui ou non, c'est bien. Mais les résultats qui comptent, on produit quel type de jeunes? C'est ça la question. Pourquoi aujourd'hui il y a cette désorientation-là? Monsieur H. Bon, merci en tout cas de plus. Lorsque vous dites que vous demandez à ce que... j'ai presque pas beaucoup compris la question, si vous pouvez un peu répéter. Il y a inadéquation des compétences produites. Pourquoi? Lorsque on forme les jeunes, c'est pour que demain,
que ces jeunes-là aillent travailler dans des entreprises, c'est que ces jeunes puissent être formés dans des filières, voilà, dans des facultés qui, demain, ils viendront répondre aux besoins de la société. Maintenant, ici, en RDC plus précisément, il y a inadéquation. Les jeunes s'orientent vers des filières qui sont déjà saturées. Bon, je comprends votre point de vue par rapport à ça. C'est certainement par rapport à... C'est pas mon point de vue, c'est une question. Bon, je comprends la question. Merci. Certainement, elle sort d'une évaluation à travers les données que vous avez pu mobiliser. Mais je ne pense pas que c'est là soit le vrai problème. Parce que la vision, c'est soi-même. C'est nous-mêmes qui définissons une vision. Et ensuite, dans cette vision, nous faisons l'étude sur le terrain pour savoir est-ce que cette vision que je suis en train de vouloir suivre va-t-elle répondre aux besoins de notre société à travers l'emploi et à travers l'entrepreneuriat, la créativité, tout ce qui va avec. Alors, cela ne remet pas, ça n'a rien, il n'y a pas l'adéquation là-dessus en tout cas. Si on n'a pas, je ne pense pas, parce que déjà dans notre programme, si on va faire l'évaluation, si nous observons dans nos universités, nous avons presque 4 à 5 filières que nous plongeons rapidement. Oui. Il y a le droit, il y a l'économie, il y a l'informatique, que je vois aujourd'hui, gestion de l'informatique, il y a la comptabilité. Alors, cela est dû à quoi? Mais en fait, pourquoi est-ce que nous plongeons? La majorité des étudiants projettent leur vision sur ces facultés. C'est pour le simple effet que c'est ce qui se présente dans les questions de l'emploi, dans le domaine de l'emploi. Oui. Si nous constatons, même quand on va dans nos recherches d'emploi, on tombe sur quoi? Expert comptable, expert droit, expert financier, conseiller juridique. Ça tourne ça, c'est parce que, voilà, c'est-à-dire ce sont des domaines. Voilà, c'est simplement parce que la majorité de ce jeune qui s'inscrit dans cette vision s'inscrit pour le simple fait que c'est ce que nous constatons, nous remarquons dans la question de l'offre de l'emploi. Oui. Donc la vision en soi, elle n'est pas un problème. C'est en fait qu'est-ce que le marché propose pour que nous puissions s'orienter sur différents secteurs. Aujourd'hui, j'ai aimé, merci pour cette orientation, sur les questions de mine. Aujourd'hui, on a des ingénieurs sur la mine. Si on retournait il y a 10 ans, 20 ans passés, qui pensait apprendre les questions de mine? Personne. Nos parents étaient plongés sur la médecine, le droit et l'économie. C'est enseigné où? Ça, c'est encore une autre question. Hein. Tu vois, ça, c'est dans quelle université? Je pense qu'à l'UNIKIN, ils ont instauré... En fait, ils parlent par le principe de l'ingénierie. Oui. Ouais, ça part de ces principes. Après, il y a des filières... en droit des mines. Voilà, oui, il y en a. Très bien. Ce sont des spécialisations, simplement. C'est pas une faculté qui est inscrite. Non, très bien. Tu vois un peu. Hier, nos parents ne connaissaient pas la faculté de droit, gaz et pétrole. On n'avait pas. L'UNIKIN, je pense qu'ils ont instauré ça il y a moins de 15 ans. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'en fait, tout part du principe, tout part de ce que l'offre du secteur de la demande de l'emploi propose pour que les étudiants... Je pense que quand on fait des études, on les fait par rapport au... on veut s'en sortir financièrement un jour. Oui. Et même s'il y a la passion, mais il y a aussi l'assurance sécurité, il y a l'assurance financière qui nous motive derrière notre vision. Alors, la vision, pour moi, n'est pas un problème. Les repères, si, il y a les gens ont des repères, les jeunes ont des repères. J'estime que les gens ont des repères. Avec ce que moi je connais, hein, je ne sais pas si autour de toi il y a des gens qui n'ont pas des repères. Mais moi, je vois Israël à les repères, je te vois à les repères, moi je suis à un repère. Israël, quand même, si on doit prendre une représentation à l'échelle des 100, c'est une poignée de jeunes, voilà. Quand on parle de repères, on fait référence à quoi? Des modèles. Quel type de modèle? Le modèle de personne ou le modèle de système? Très bien. Développons. Les repères, c'est quoi? C'est-à-dire, ici, nous sommes dans une société où nous avons une tendance des jeunes, une tendance des personnes qui s'orientent vers, par exemple, l'informatique. Tu as parlé des mandataires en mine, non? Très bien. La RDC est un pays potentiellement riche. Plusieurs richesses. C'est développé où? Où est-ce qu'on nous enseigne la transformation de nos richesses? Y a-t-il des repères dans ce domaine-là? Oui ou non. Je prendrais par exemple le pétrole et le gaz, il y a des repères. On enseigne nos étudiants nos sources de pétrole. Ils sont sur le terrain, ils apprennent.
aujourd'hui. Il y a la SOCIR qui est là. Oui, la SOCIR, il y a au les niveau repères. de Mwanda. Merci en tout cas. La SOCIR. Il y a CEP aujourd'hui, il y a des étudiants qui vont faire des stages, ils apprennent directement là où se trouve des pétroles. Alors, sur ces questions, en fait, ça va demander qu'on approfondisse sur la responsabilité de l'État. Ça reste à vérifier, hein, les informations que vous avez dit. On a des étudiants, nous avons des étudiants qui font... Très bien. Oui, il y a des étudiants par rapport à ça. Donc, le seul repère que je peux m'appuyer, c'est par exemple ça. Merci. Le reste, la médecine aussi. Merci beaucoup. En fait, le point de l'orientation des jeunes. Oui, l'orientation des jeunes, je pense que, comme M. Prince l'a dit, ça va dans le même sens, en fait. En fait, c'est par rapport au marché. Parce qu'on s'oriente par rapport à ce qu'on veut devenir dans la vie. Même lorsqu'on était enfant, qu'on était dans les secondaires, on se disait que, voilà, tu seras qui dans la vie? Non, moi, je serai ceci. Et voilà, même les conseillers d'orientation, je pense, quand ils venaient, ils te posent la question, tu veux être qui dans la vie? Tu dis que non, voilà, je serai par exemple ingénieur. Et on t'oriente de faire peut-être en fait, de faire les sciences, voilà, scientifiques, en fait, à l'époque. Je crois que c'est comme ça. Lorsqu'on voit quelque chose dans les marchés, c'est-à-dire que je vois peut-être un grand frère, je vois une personne qui excelle dans tel domaine, et étant un enfant ou soit étant un jeune, ça me donne aussi le goût d'être comme lui, et finalement, je dois aussi... Et c'est un repère. Par des chemins qui vont m'amener à être comme lui. Par exemple, je prends mon cas, moi je voulais être en fait, dans les affaires, faire des affaires. Et voilà, j'ai fait la commerciale, et à l'université, j'ai fait l'économie. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose, le problème d'orientation des jeunes. En fait, il y a plusieurs jeunes, ce qui est vrai, on doit aussi l'admettre, il y a plusieurs jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Très bien. D'autres, ils vont seulement parce qu'il y a un ami qui est parti, mais sans pour autant que ce soit leurs soucis, en fait, que ce soit leurs ambitions, que ça réponde à leurs ambitions. Nous connaissons ces problèmes-là chaque jour, et nous les voyons, même quand on était en économie, quelqu'un qui vient, mais il dessine très bien, un grand dessinateur, mais il vient faire quoi à l'économie, on se pose des questions, et après il n'arrive pas à s'en sortir, et puis il quitte. Donc il y a aussi un véritable problème d'orientation. Je crois que nos parents, ça doit commencer déjà dès la maison, fait, savoir canaliser l'enfant dans ce qu'il veut, et aussi que nos institutions comme des universités aussi qu'ils permettent aussi d'orienter bien les enfants dans ce qu'ils veulent au fait devenir ou devenir, voilà. Si on laisse cet aspect comme ça, tout le monde n'est pas comme nous, hein. En fait, tout le monde n'a pas eu la même chance que nous avons eu, peut-être d'avoir un parent qui te parle, qui t'oriente, qui te dit que non, voilà, c'est que tu veux devenir, si tu fais ça, tu seras telle personne. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Oui. Alors, c'est là, comment est-ce qu'ils vont faire? Alors, comme dans les écoles, il y a des conseils d'orientation, je crois qu'à l'université aussi, il y a... Oui, il y en a, à l'université, il y en a, c'est en cours même, hein. J'ai vu ça à l'ISC. Oui, alors, donc ça veut dire qu'ils doivent bien faire leur travail pour permettre à ce que les jeunes puissent bien s'orienter. Alors, parlons des jeunes qui vont dans des filières qui sont en fait... très saturées déjà. Très saturées déjà. Bon, je pense que par rapport juste aux besoins du marché, les gens veulent devenir comme X ou Y personne qui a excellé, je vais devenir informaticien. Je crois qu'avec l'avènement de l'informatique, nous avons vu plusieurs personnes s'inscrivent dans l'informatique. Pourquoi? Parce que dans les marchés, on recherchait beaucoup d'informaticiens, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est saturé, c'est plein. Et on ne recherche plus les informaticiens. Je crois peut-être on va se tourner vers les mines. Voilà, c'est question de tendance. C'est la tendance. De l'État de créer aussi les besoins du marché. Merci. C'est comme par exemple l'agronomie. Je crois que les temps anciens, lorsque le secteur agronome payait bien, 30 secondes. Je crois qu'il y avait beaucoup de personnes. Oui, il y en avait beaucoup de professeurs. Et voilà pourquoi nous voyons beaucoup de personnes ont fui aussi l'agronomie pour venir dans des filières de droit. Merci, Israël. Bon, moi je dirais ceci. Pour des questions de filière. De l'orientation. L'orientation de filière ou facultaire, je peux dire. L'État a sa part de responsabilité. Très bien. Parce qu'une société est régie par l'État. Parce que nous ne vivons pas dans une jungle où toute personne peut venir parce que... Non. Je crois bien même il y a aussi nos universités qui aident aussi. Oui. Parce que tu peux embrasser la faculté de droit. Lorsque tu ne réussis pas, on te chasse. Non admis à la filière, on te naffe. Automatiquement. Je crois bien parce que moi j'ai fait l'IPC. À l'IPC, ça joue pas, hein, quand tu n'es pas à la hauteur. Admis à la faculté, on te chasse. Donc c'est aussi, je peux dire, l'orientation. On te dit, tu n'es pas la bienvenue dans le faculté de droit. Il faudrait que vous embrassiez peut-être
la médecine, peut-être. Je pourrais dire ceci, ou bien. Mais comment c'est déterminé? Je peux répondre à ça? Oui, non, attendez, d'accord. Développe. Oui, donc, vous voyez un peu. Donc, l'État a sa... Note, il faut noter. L'État a sa part de responsabilité d'encadrer des jeunes lorsqu'ils sortent fraîchement de l'école secondaire, lorsqu'ils viennent pour embrasser l'université, parce que l'université, d'abord, c'est un mot qui cache l'univers. Donc, ils viennent découvrir. Et je vais prendre l'idée de mon co-débatteur. Il a dit, au temps de nos aïeux, il n'y avait que le droit et l'économie. Et quand tu prends même les Fanks, il fit le premier docteur en droit, parce qu'il n'y avait que le droit. Et quand tu prends les autres, les Léon Kengo Adondo, ce sont des éminents juristes, tout ça, parce qu'il n'y avait que le droit. Et aujourd'hui, il y a l'innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'informatique. Le monde s'est un peu émancipé, s'est développé. Il y a l'informatique qui est là. Et surtout au Congo, il y a des mines. Très bien. Des questions qui sont liées aux minéraux. Et là, pousse plus les jeunes à s'engager souvent dans des histoires de cadastres miniers, d'ingénieurs en mine, mandataires en mine pour nous, des juristes. Je peux me spécialiser en droit économique, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que tout est régi. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est les jeunes? Non, le problème, ça commence d'abord à la maison. Très bien. L'orientation. Parce que dans une société, on a 3 bases que l'enfant reçoit l'éducation. Très bien. Oui. On a d'abord sur le plan familial, là où l'enfant prend d'abord l'éducation au niveau de la famille. On a l'école, là où on instruit l'enfant. Et on a aussi les églises, parce que les églises aussi jouent aussi les rôles. Un grand rôle. Un grand rôle, vous voyez un peu. Dès lors, votre enfant veut peut-être s'orienter, peut-être pour faire le droit. C'est maintenant à vous, en tant que parent, de voir que mon enfant, si n'a pas l'intelligence pour y aller faire le droit, pour moi, je peux lui orienter peut-être à faire peut-être l'économie avec l'expertise. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons innés. Il n'est pas informaticien, mais lorsque tu veux lui donner une machine, il est en train de décortiquer la machine avec facilité. La machine, oui. Vous voyez un peu. Et il y a d'autres personnes, ils n'ont pas fait la section commerciale. Mais il a cette mobilité sur le plan du commerce. Il sait comment créer, gérer. Oui. On peut lui donner, je sais pas moi, un magasin. Il a cette facilité de gérer. C'est maintenant aux parents de voir. Celui-ci a ses capacités. Je vais lui orienter dans ces domaines. Vous voyez un peu. Et l'État aussi doit aussi encourager ou bien accompagner le parent. L'Église aussi doit aussi jouer un grand rôle. Parce que l'Église fait partie de cette sphère qui permet à une personne d'être utile à la société. Vous voyez un peu. Très bien. Merci beaucoup Israël. Yash, tu voulais dire? Oui, lorsque vous avez posé de savoir comment est-ce qu'on faisait l'évaluation. Oui. L'évaluation, lorsqu'on a fait un étudiant ou bien lorsqu'on remet en cause la capacité intellectuelle de l'étudiant, on le fait sur base de ses notes. Oui. Très bien. C'est simple, c'est sur base de ses notes. Pour ceux qui veulent s'orienter, on a, je crois, nous on avait un mois avant, le professeur venait, comment on va leur appeler, chef de département, on voit ça comme ça, qui invitait les étudiants à avoir de face à face pour échanger avec eux par rapport à l'évaluation de leur raisonnement. Et aussi, on évaluait aussi le secteur du marché de l'emploi. C'est-à-dire que le domaine que tu veux faire, on a même vu, j'ouvre une parenthèse, vous savez qu'aussi même dans le domaine d'inscription pour les étudiants qui vont au Canada, lorsqu'on leur demande leur faculté, on leur demande de savoir est-ce que cette faculté que vous allez faire est-elle demandée dans votre pays, pour s'assurer qu'une fois que vous finissez les études, vous allez revenir. C'est quoi? C'est l'évaluation. C'est ceux qui y a certains qui ont pu avoir le refus parce qu'on leur fait savoir que votre faculté ne répond pas aux demandes qui vous est orientée dans votre pays. Donc c'est par rapport à ça, l'évaluation elle s'est faite sur base de ça. J'ai aimé, lorsqu'il a parlé, la responsabilité de l'État. Je sais qu'on va entrer là-dessus. Oui. Est-ce que vous savez que l'État a le pouvoir d'orienter les bailleurs de fonds, les financements, les investisseurs? Lorsque l'État oriente les bailleurs de fonds vers des investissements où la demande elle est élevée et qu'au lieu de le faire, l'État ne le fait pas, il s'immisce
à orienter les investisseurs dans des secteurs qui sont déjà enflés d'investissements, de salariés et tout ce qui va avec. Alors, c'est en ce moment qu'on va se demander, est-ce que la société revient toujours à la capacité des étudiants? Très bien. Très bien. Désiré, vas-y. Puis, pour répondre sur cette question de l'État, Oui. je crois que j'en avais évoqué lorsqu'on avait fait notre descente à Kinkole. Je crois que l'État a des mécanismes ou soit des méthodes pour permettre à ce que les secteurs du marché puissent s'orienter vers peut-être vers un autre domaine, par exemple. Il y a, comme vous le dites, par exemple, les exonérations. On peut peut-être commencer à exonérer ceux qui font peut-être les champs, par exemple l'agriculture, pour permettre à ce que beaucoup des investissements s'effacent dans ce domaine-là, afin que le marché aussi s'écrée, que les béton s'écrée. Et cela va permettre à plusieurs personnes, des étudiants, de passer au fait des droits, de venir en masse dans l'agronomie. Voilà. La même chose, l'État doit aussi orienter les secteurs au fait de l'entrepreneuriat, soit les secteurs des investissements en RDC. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il y a plusieurs jeunes, il y a peut-être un mouvement de masse dans l'économie, par exemple. Bon, maintenant, on veut un peu diminuer ça pour peut-être alimenter notre secteur. On peut aussi créer des méthodes comme, par exemple, l'exonération, ou soit on exige aux entreprises, comme aujourd'hui, notre économie est portée vers le secteur minier. Oui. Avant de créer une entreprise dans le mine, vous devez créer une entreprise dans l'agronomie. Peut-être ça va permettre à ce qu'il y ait un peu de l'équilibre. J'aimerais ajouter une chose. Oui. Vous voyez, au Congo, on a tout un service, les services nationaux. Les services nationaux. Or, ces services-là... c'est là où ils travaillent. Oui. Ces services-là a pour objet de nourrir, premièrement, la population congolaise. Oui. Vous voyez un peu. Or, dans des pays structurés, lorsque un enfant sort fraîchement de l'école humanité, Oui. il ne vient pas automatiquement embrasser l'université. Il va d'abord s'engager au niveau de l'armée pour que l'État l'oriente d'abord. Donc, l'État prend des jeunes, il les oriente dans l'armée. Nous aussi, l'État congolais peut aussi faire la même chose. Lorsque nos diplômés sont diplômés, au lieu d'embrasser directement l'université, l'État peut prendre les jeunes gens, les mettre dans les services nationaux, qui permettra à la population congolaise de se retrouver. Oui. Parce qu'au Congo, nous importons tout. Nous ne sommes pas un pays producteur. Oui. Tout vient de l'extérieur. Or, nous avons un service national où on a attribué, et là c'est seulement aux délinquants, aux Kuluna, là-bas il n'y a que des Kuluna, tout ça, des jeunes qui sont égarés, tout ça. Or, même des jeunes qui ont été sur les bancs de l'école peuvent facilement intégrer le service national lorsque l'État oriente la jeunesse. Or, lorsque vous finissez les études, au lieu d'embrasser l'université, vous y allez d'abord au niveau du service national. L'État vous forme. Parce qu'au niveau du service national, comme vous venez de dire, élevé, lui, il travaille là-bas, il y a des ingénieurs, il y a des agronomes qui sortent, et là, il y a, je peux dire, 500 cas de pratiquement tout le monde là-bas. Oui. Vous voyez un peu. Donc, c'est déjà une orientation qui permettra à l'État de voir qu'au sein du service national, j'ai des ingénieurs, j'ai des maçons, j'ai des architectes, des charpentiers, j'ai pratiquement tout. Et lorsque ces jeunes-là sortent du service national, l'État savent que celui-ci doit aller au niveau de l'ISTA, celui-ci doit aller au niveau peut-être de l'INIKIL pour faire l'agronomie, celui-ci doit aller au niveau de l'IPC pour faire le droit. Vous voyez un peu. Donc l'État a sa part de responsabilité sur la question de l'orientation. Très bien, merci. Il n'y a plus à rebondir. Très bien. Moi, j'ai juste aimé son idée. En tout cas, c'est d'abord, je crois que ça serait la clé même. Merci. Pour finir, en fait, pour éradiquer ces problèmes-là d'orientation. Si on faisait ça, non seulement ça, tu le fais aussi avec amour, parce qu'on t'apprend le civisme, dire que nous, voilà, dans ce domaine-là, notre pays manque de gens ici. Tu dois faire ça pour qu'on puisse avoir des personnes qui sont capables de faire ça, qui sont capables de finir la fin. Voilà le problème que le pays a. C'est-à-dire que tu ne dois pas seulement faire ça, tu peux aussi faire ça parce que tu as des potentialités. Donc voilà, c'est... Merci. Alors,
Soufflons un peu. Je pense que on va prendre une publicité rapidement et on revient pour conclure. Kinkole, un nom, un lieu. Un souffle posé au bord du fleuve Congo. Je suis un vrai pêcheur. Mon Dieu, chez d'autres personnes. Notre secteur de la pêche est vraiment abandonné. Pourquoi les jeunes aujourd'hui s'approchent sur des métiers ou des emplois formels dans des entreprises? Allez, de retour sur ce plateau, nous tendons déjà vers la fin. Nous allons prendre deux questions rapidement et on va chuter pour finir. Il fait chaud, chaleur en tout cas, que Dieu bénisse par nos jeunes. Ça m'a pas moulé, puis c'est sur ma tombe, c'est sur ma politisée. Et Yokan. Alors, pendant la période électorale en 2023, notre chef de l'État, parmi les axes, il a eu épinglé qu'il devait créer 6 millions d'emplois pour les jeunes. Nous sommes jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Tournois, monsieur H. Bon, merci. C'est une question qui, d'un côté, peut fâcher une jeunesse qui est victime de certaines promesses électorales. Parce que pour moi, je le prends comme ça. Alors moi, je le considère comme ça là. Pour moi, c'était une promesse électorale, rien de plus. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je respecte la vision du chef de l'État. Je compatis dans sa vision. Je le soutiens. Mais sur la question de 6 millions d'emplois, en fait, lorsqu'on fait des promesses électorales qui relèvent la sensibilité de la population congolaise, il ne faut pas le dire simplement parce que cela chante une sensation émotionnelle. Mais il faut le dire tout en élaborant des stratégies de programme bien avant l'électorat pour répondre à cela. Mais aujourd'hui, pour le simple fait, on va faire l'évaluation. C'est depuis 2023 que le chef d'État a promis de satisfaire la jeunesse congolaise en leur donnant les 6 millions d'emplois. Combien d'entreprises sont déjà installées? Quels sont les mécanismes que l'État, ou encore plus, quelles sont les politiques que le gouvernement Souminois 1, Souminois 2 a mis en place pour faciliter l'emploi de jeunes? Les entreprises promises de ciel ne sont toujours pas venues, nous attendons pas. Donc, sur cette question, c'est désolant, ça frise. Je n'ai pas trouvé gain de cause, je reste encore dans l'observation. Chose étrange, récemment, le président de la République, à travers une rencontre avec le chef coutumier, il a encore remis cela en disant que vous inquiétez pas, bientôt les Américains viendront. Je trouve que c'est quand même trop de nous mettre dans ces cadres d'espoir. Le pays ne peut pas respirer, vivre dans des promesses qui ne voient pas jour. C'est quand même pas ça. Mais bon, je comprends. Quant à moi, je ne m'attends pas à quelque chose par rapport à ça. Tout ce que j'attends, c'est que tombe du ciel, un Donald Trump qui va me donner les 6 millions. Merci. Désolé. Oui, alors, la question de l'emploi, pour revenir un peu nuancé, ce n'était pas seulement une promesse électorale, c'est devenu un programme parce que les 6 axes du président de la République ont été repris dans le programme du gouvernement présenté par Souminois au Parlement. Je crois que c'est pas de ces programmes-là qu'il a été investi comme la première ministre. Savoir où on en est, je crois que c'est pas à moi, à nous de poser cette question déjà. Le gouvernement, en fait, c'est au gouvernement, en fait. Nous, on est des jeunes, on ne les sent pas sur le terrain. Ça, c'est d'abord la première des choses. On ne les sent pas sur le terrain. Oui. Maintenant, en termes d'évaluation, parce qu'on ne sait pas aussi ce qui se passe dans toute la République démocratique, on peut dire qu'il n'y en a pas, mais en fait, le gouvernement devait communiquer là-dessus, nous dire que non, on a promis peut-être 6 millions d'emplois aux jeunes. Voilà, ça fait déjà 1 an. On a fait autant. Et c'est où? Et maintenant, nous, on allait argumenter ces bas de cela. Quel dit-vous quand on dit quel dit mot qu'on
Bon, je ne sais pas. Mais en termes du programme, en termes de l'organisation sur le terrain, en termes de la structuration, en fait, moi, je ne vois rien. Je ne vois rien jusque-là et je suis parmi les personnes qui suivent vraiment à la lettre, en fait, qui suivent vraiment les programmes du gouvernement chaque jour, chaque instant, les réalisations, mais je ne vois pas ça. Alors, bon, la question aussi par rapport à la promesse, moi, c'est une promesse électorale, nous attendons, nous ne pouvons pas beaucoup dire sur ça parce que il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées, mais alors, la promesse aussi reste une promesse. Nous demandons juste à ce que, parce qu'en tant que jeunes, nous avons aussi besoin de véritables emplois, voyez-vous, parce qu'il y a une différence entre travail et emploi, parce que nous méritons un emploi. Alors, ces emplois doivent aussi être créés pour permettre à la génération, vu que nous sommes ici dans un plateau de parlons jeunes, nous prenons la part des jeunes. Ça veut dire que nous attendons vraiment, si le programme n'a pas encore été amorcé, nous demandons au gouvernement d'amorcer et d'accélérer ces processus pour permettre à ce que plusieurs jeunes puissent être à l'abri, en fait. Très bien, merci beaucoup. Bon, le défi et l'emploi en République démocratique du Congo, c'est un problème d'abord. Pourquoi je dirais c'est un problème? Lorsque l'État n'arrive pas à garantir l'emploi pour sa population, il s'insécurise lui-même d'abord premièrement. Parce que lorsqu'il n'y a pas de l'emploi, chacun fait ce qui lui semble bon. Ou bien chacun fait ce qui lui apporte de l'argent. Et aujourd'hui, on ne peut pas crier haut et fort qu'il y a l'insécurité. Parce que l'État ne garantit pas ces domaines de l'emploi. Cela pousse aux gens de faire ce qui lui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Colonna. Et encore et encore le problème qui vient encore de s'élever, le problème des criminalités au niveau de la ville-province de Kinshasa, et je peux même englober au niveau de la République démocratique du Congo. On a ces sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde s'élance à faire ce qui lui apporte de l'argent. Parce que l'État est incapable d'octroyer ou bien de donner aux jeunes du travail. Vous voyez, j'avais soulevé un point concernant le service national. L'État congolais a le devoir de garantir l'emploi. Parce qu'on a l'Office national de l'emploi. On aime. Mais, et que fait d'abord cet Office national de l'emploi? En République démocratique du Congo, on a un sérieux problème d'emploi où les jeunes sont délaissés d'eux-mêmes. Lorsque les jeunes sont délaissés d'eux-mêmes, c'est par là que nous voyons les banditismes. Nous voyons la voyoucratie au sein de la société congolaise. Les gens se font justice. Une personne peut s'élever d'un matin, il se décide, je vais aller braquer l'UNI parce qu'il est changeur, il gagne assez d'argent. Comme moi, je n'ai pas d'argent. Lorsque j'irai braquer l'UNI, j'aurai de l'argent qui permettra peut-être à ma famille de survivre. Vous voyez un peu. Donc, l'État a sa part de responsabilité sur ce point. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin, les amis. Merci pour votre participation. Ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver. Alors, prenons la toute dernière question. C'est là qu'on va chuter. Donc, concluez directement. Conclusion, et on va finir. Alors, pourquoi, malgré le diplôme, l'insertion reste difficile? L'insertion de quoi? L'insertion de jeunes parce que l'État n'a pas mis en place une politique d'emploi. L'État n'a pas assuré, l'État fuit ses responsabilités, l'État s'excuse, l'État présente encore des excuses, l'État se justifie, l'État donne des raisons. Voilà pourquoi. Je pense que je te dis dans un échange répété qu'en fait, le système de l'enseignement a sa responsabilité et a ses devoirs. Le système de l'emploi ou le programme d'emploi a ses responsabilités et a ses devoirs. Donc, tant que le système d'emploi a répondu, préparé, formé, encadré le jeune dans les questions d'emploi, il relève du domaine du programme de l'emploi à accompagner ces jeunes jusqu'à leur accompagner ou à leur amener à matérialiser leur rêve qui est de s'attacher à une entreprise. Il a évoqué l'ONEM. C'est quoi le devoir? Moi, j'ai rempli le devoir de l'ONEM. Parce que quand on parle d'évaluation, je suis la preuve. Oui. Lorsque l'État a exigé
pour obtenir de l'emploi, il faudrait passer par l'ONEM. Je suis passé par l'ONEM. L'ONEM a le devoir de contacter tous les jeunes ou candidats qui se sont inscrits à travers le programme de l'ONEM, à leur répertorier une fois qu'il y a des propositions d'emploi. Ça fait plus d'une année que je n'ai jamais eu l'appel de l'ONEM. Vous voyez un peu. Donc, sur l'insertion de ce qui concerne le jeune à l'emploi, on est victime. Bon, oui, je suis victime. Moi-même, je suis victime. J'attends jusqu'à la promesse de 6 millions d'emplois. Peut-être qu'à la fin du mandat, ça encore, ça ne sait pas si c'est pour bientôt. Mais le mot de la fin, merci en tout cas, c'est pour moi un plaisir. Je pense que nous avons été à la hauteur. Je pense que c'est encore une espérance de plus d'échanger avec des jeunes. J'ai appris, j'ai compris, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Israël, alors, qu'est-ce qu'on doit ajuster ici? Le système, les étudiants, les marchés ou le tout à la fois? Bon, le problème ici, le souci est de savoir pourquoi le jeune, lorsque, juste après leurs études universitaires, il n'arrive pas à trouver de l'emploi ou bien à s'intégrer au sein de la société congolaise, je peux dire. Le problème ici, c'est l'État congolais. Pourquoi je dirais l'État congolais? Parce qu'au Congo, on a un sérieux problème d'offres d'emploi. Depuis que je suis né, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu l'État faire d'offres d'emploi. Or, il y a même mon débatteur qui vient de soulever un point essentiel. Il s'est même inscrit auprès de l'ONEM. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune réponse. J'ai déposé 10 $, c'est parce que 10 $. Vous voyez un peu. Et pourtant, on a une agence qui est là pour encadrer ou bien orienter les jeunes pour y trouver de l'emploi. Et cette agence est régie par le fonds de l'État. Lorsque nous payons nos impôts, on soutient dans nos impôts pour permettre à l'ONEM de fonctionner. Pendant que l'ONEM fonctionne et que les jeunes congolais n'ont pas d'emploi, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. C'est un problème que nous devons tous prendre au sérieux, voire même le président de la République, parce que lui, il a fait une promesse à la population congolaise en disant qu'il va créer plus de 6 millions d'emplois. Et je peux épingler ce que mon co-débatteur a dit, que lorsqu'il a reçu le chef coutumier, le président a soulevé encore un point en disant que lorsque les Américains viendront au Congo, ils vont ramener leurs entreprises, cela permettra à la jeunesse congolaise de trouver de l'emploi. Mais c'est un faux débat. Pourquoi je dirais que c'est un faux débat? Parce que l'État congolais doit d'abord prendre ses engagements. La politique du pays d'abord, avant d'abord que les investisseurs viennent, nous devons d'abord s'organiser au sein de notre nation. L'État doit prendre ses engagements pour permettre à la jeunesse congolaise de s'y trouver dans ce secteur de l'emploi. Donc c'est un peu ce que moi je peux apprendre. Votre dernier mot? Bon, le dernier mot. Le dernier mot est que la place m'intéresse de vous rencontrer et surtout un grand merci de m'avoir invité dans ces plateaux et de faire partie de cette élite congolaise qui aspire à un demain meilleur. Et nous croyons fortement que la jeunesse congolaise doit prendre sa place dans la sphère politique congolaise. Et le temps est révolu. Le temps n'est plus aux vieillards qui s'y trouvent là-bas. Le temps, c'est maintenant à nous, les jeunes. Comme la presse ici, ça parle « Parlons aux jeunes ». C'est le temps aux jeunes de parler. C'est le temps des jeunes de hausser leur voix pour que notre voix puisse être écoutée à travers le monde. C'est un peu ça ce que je veux dire. Merci beaucoup Israël. Désiré, on conclut avec vous. Oui, voilà, j'aimerais revenir sur la question du point de l'insertion des jeunes. Pourquoi malgré nos diplômes, l'insertion reste difficile? Oui, l'insertion reste difficile parce que les marchés de l'emploi n'est pas organisé et en désordre de fait. Chaque entreprise recrute de sa manière, en fait, chaque entreprise met des offres sur la place publique comme ça, sans tenir compte même de l'État ou de l'organisation. Je crois que la question de l'ONEM qui a été soulevée par mon co-débatteur doit être une question qui doit être prise au sérieux parce que l'ONEM doit organiser les chômeurs. C'est auprès de l'ONEM que les entreprises doivent aller recruter. En fait. On ne peut pas recruter dans la rue comme ça, on met en fait,
l'offre d'emploi et puis les gens postulent. Non. Au Congo, il n'y a pas d'offre d'emploi. Au Congo, c'est d'abord la famille d'abord. Oui. Parce qu'au Congo, lorsqu'on nomme quelqu'un à la tête d'une entreprise, cette personne, il prend son clan, sa tribu, sa famille, et les jette dans ces entreprises. Or, tu ne verras jamais, même au niveau des lacs, je crois il y a cela 5 ans ou 7 ans comme ça, la DGDA avait lancé un concours. Un concours, oui, j'avais vu ça. On était encore à l'étranger, toi. Il y avait plus de 30 000 jeunes congolais, en particulier, les victimes, qui avaient été initiés dans ces concours. Et depuis ces jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a été retenu. Personne. Mais si tu vas au niveau de la DGDA, tu verras que chaque jour, on engage des gens. Et il y a ma maman qui est dans recommandation. Oui, c'est ça. Les népotismes, non? Les népotismes. Il y a ma maman qui travaille dans une entreprise de la place. Au sein de leur entreprise, il y a plus de 200 engagements. Or, il y a des jeunes qui souffrent. Il y a des jeunes qui sont dans le chômage. Il y a des jeunes qui ont de l'expertise et de la compétence. Comme on le dit, on doit la compétence et d'attribution. Mais au Congo, on ne tient pas compte et c'est là au Congo, il n'y a pas la méritocratie. Au Congo, c'est d'abord le népotisme, c'est d'abord le clan. Parce que tu es Moina Djani, je te prends. Parce que tu es Wakwetu, je te prends. Vous voyez d'abord, c'est un problème crucial que nous devons résoudre. Merci. Alors oui, je tente de continuer avec mon idée. L'idée de l'ONEM, je crois que l'ONEM devait être l'organisation auprès de qui toutes les entreprises pouvaient aller pour recruter, pour chercher des personnes pour employer. Au fait. Alors, dès que l'ONEM n'est pas bien structuré, l'ONEM n'arrive pas, l'État n'arrive pas à donner le pouvoir à l'ONEM de mettre à la disposition des entreprises, des chômeurs. On devait organiser l'ONEM que ça se passe comme ça. Si une entreprise a besoin, par exemple, des cadres dans ce domaine, ou soit il a besoin d'engager autant de personnes, qu'il a auprès de l'ONEM, et l'ONEM va sortir la liste des personnes. Voilà, moi, l'ONEM, j'ai peut-être 100 jeunes qui ont fait peut-être l'ingénierie, ou soit les gaz et pétrole. Il y a une entreprise de gaz et pétrole qui cherche peut-être 100 jeunes, et je prends ces jeunes-là, je les mets à la disposition de l'entreprise, moi-même je les appelle, et l'entreprise vient, et voilà, et l'entreprise se recrute, ça se passe comme ça. L'ONEM aujourd'hui devait être les piliers sur lesquels on devait, nous les jeunes, s'appuyer. Voyez-vous, comme comme mon co-débatteur l'a dit, on ne devait pas aller à l'ONEM et puis faire 2-3 ans sans recevoir d'appel. Non, c'est absurde. C'est-à-dire que le marché n'est pas organisé. Le marché devait être organisé. Ça prouve que l'emploi n'existe pas. C'est-à-dire qu'il pouvait même être appelé même à 5 reprises, même s'il n'a pas obtenu le job, mais quand même, il est appelé. Ça prouve que non. Voilà, aujourd'hui, l'ONEM est organisé. Aujourd'hui, qui peut encore faire confiance à l'ONEM? Moi-même, j'ai été victime de l'ONEM. Moi, j'étais partout sur l'ONEM, je crois, en 2020. J'avais même ma carte, mais je n'ai jamais aussi reçu d'appel. Alors, comme le mot de la fin, je crois que je vais regarder ma caméra pour m'adresser aux jeunes. Alors, les jeunes qui sont en train de nous suivre, alors, nous sommes en train de discuter d'un problème ici crucial qui concerne les jeunes. Je crois que c'est un problème pour nous tous jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle de celui qui a étudié, de celui qui a fini ses études et qui veut s'engager dans le monde professionnel. Oui, nous rencontrons des défis. Je crois que ce que nous devons faire en tant que jeunes, c'est s'actualiser. Ne pas baisser les bras, c'est-à-dire continuer à apprendre, continuer à faire des formations, continuer à se cultiver. Et c'est comme ça que nous allons aussi séduire des entreprises. Nous devons remettre à jour à chaque instant notre profil pour s'adapter aux besoins du marché. Si nous restons comme ça avec notre formation que nous avons acquise dans des universités, si nous nous basons seulement sur nos parents ou sur des connaissances qui peuvent aussi partir, je crois que nous allons trimballer dans la rue sans avoir d'emploi. Je demande à ce que nous puissions avoir une conscience et que nous puissions savoir ce que nous voulons. Si tu fais un business, mets du sérieux là-dedans et tu vas aussi engager des Congolais. Si tu n'es pas fort aussi dans l'entrepreneuriat, tu es fort peut-être dans autre chose, fais ce que tu peux faire. Voilà en fait le moment de la fin pour les jeunes. Très bien. Et pour parler aux jeunes Pour parler aux jeunes, je dis d'abord merci pour l'invitation et merci pour ces cadres. Je crois que
c'est un espace qui permet aux jeunes de parler. Si aujourd'hui nous parlons, c'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, non, c'est parce que Parlons aux jeunes a mis un cadre qui peut nous permettre de parler. Alors nous disons merci pour l'initiative et ce que nous demandons, notre souhait est que cette initiative puisse encore aller loin et pourquoi pas être la référence même du Congo, même de l'Afrique. Je suis très heureux. Merci, Monsieur Prince Mutombo, merci Maître Israël Chamala et Désiré. Alors, nous avons le souci de travailler. Nous sommes en train de travailler, même avec des moyens qui sont, on va dire, insuffisants, mais nous voulons travailler. Ici, je voulais appeler à la conscience de tous les jeunes. Toyebani. D'abord, Toyebani. Au-delà du français, Toyebani, l'université, na Congo est fonctionnelle. Je compte organiser une mise au point. Je pourrais revenir sur le sujet et donner un peu plus de détails. L'IDA Bozala, et si la terre, le cas d'un LMD. L'IDA Bozali. Et aussi, nous avons beaucoup de jeunes, voilà, à défendre le projet Naé, mais après, ça ne va pas. Même défense à projet Naé, voilà. Plage na plage. ChatGPT na ChatGPT. Zéro effort. Défense, zéro. Plusieurs problèmes comme ça. Certes que le système, ça va, mais les jeunes qui sont dans ces systèmes, ceux-là qui profitent, et Tobo Sénateur qui est dans le Congo, théorie dans les bélèques, pratique la pratique. Imaginez-vous, un informaticien à l'équipe à coder un papier. À un ordinateur. Il ne sait pas où appliquer ça. On a beaucoup de jeunes qui sont là-bas en Tunisie. Bon, PC, maman, collège. Mais ceux qui donnent à une qui n'a pas codé un papier. Maintenant, j'imagine, il doit coder un papier, il doit coder un. Et c'est un problème. On doit revoir ça. Et aussi, nous produisons quel type de jeunes? Tous nous sommes concentrés car on a une institution. Tout le monde veut entrer dans l'institution. Tout le monde veut avoir un matricule à l'État. Mais maintenant, il va faire fonctionner ces secteurs privés. Vous avez vu la pêche et ce que. Alors que le président lui-même, il dit j'ai trouvé l'une des clés qui va éradiquer la famille en éradication. La clé. Et souvent, mais alors que nous avons tout un ministère. Ce qui budget d'Imara, il n'y a pas à moi pourcentage. Aujourd'hui, nous avons notre ministre Grace Coutinho. 2 grandes activités à impact zéro. Il y a un flop. Mais là, face à face avec le chef de l'État, on nous crée des jeunes qui vont aller poser des questions. Après, le président Boumsavi on a eu, c'était quoi encore Village des opportunités. RTL et tout ça. Les entreprises qu'on a l'habitude de voir dans le rue. Vous voyez un peu. Donc, moi, je souhaiterais que dans nos plateaux de télévision, tout recentrer le débat. On ne doit pas rester sur la politique. Il n'y a pas que la politique. La Constitution, l'UDPS, CACH, FCC, PPRD, AFCD, FCD, tout ça. Oh, bah, tu as eu suspension, tout ça. Non, bah, tu vis, bon, là. Ah, malgré ça, parti dans le pays, mais bah, tu vis, bon, et bon, bon, bisou. Là, nous avons un programme, il faut tout ça la ronde dans la province, 5 provinces. Mbujimaï, Kananga, Kolwezi, Lubumbashi, et vers Tokendepe, Congo central, pour essayer de voir qu'est-ce que les jeunes font, ils sont quoi. Mais nous avons les initiatives, mais moyens. Alors que l'État, en principe, il fallait accompagner les jeunes, les tibissous. Le gouvernement. Dans le droit d'amour, il faut un Istanbul. Je cherche des personnes qui vont mettre le moyen et nous permettre tout l'accès potentiel aux jeunes Congolais dans le monde. Il y a des jeunes qui sont pertinents. Il y a Black Tea, très intelligents. Il y a même de ceux-là qui sont bloqués à l'étranger pour éviter son azouin qui est mort à calcium.
Ça fait peur. Mais comment au final, Toro s'est développé d'elle. Voilà un peu. Mais je suis très heureux, les amis, très heureux de vous avoir. Excusez-nous, la chaleur, même moi j'ai beaucoup transpiré. Excusez-nous, mais j'ai vraiment aimé. Merci pour la présence, merci pour la disponibilité. Et à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, restez branchés et connectés. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.